Bienvenue sur Slipodo. Votre histoire va commencer dans quelques secondes. Une aventure d'Arsène Lupin, le saphir de la reine. Mais avant de plonger dans les bras de Morphée, merci de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit pour vous, mais cela nous aide énormément. Merci de votre soutien et bonne écoute. Les lustres du Louvre jetaient 1000 feux sur les toilettes du tout Paris. Ce soir de novembre 1911, la crème de la société parisienne se pressait dans les salons réaménagés pour l'occasion. L'exposition des joyaux royaux ouvrait enfin ses portes, et chacun voulait être le premier à contempler ces trésors rescapés des tempêtes de l'histoire. Au centre de la salle d'apparat, sous une vitrine blindée dont on vantait l'ingéniosité mécanique, reposait le saphir de la reine. La pierre, d'un bleu profond comme la nuit méditerranéenne, semblait absorber la lumière pour mieux la rendre, capturant les regards avec une autorité presque magnétique. Autour d'elle gravitaient duchesses poudreuses, industriels enrichis et journalistes affamés de copies. « Remarquable, n'est-ce pas ?» fit une voix cultivée, teintée d'un léger accent du Midi. L'inspecteur Henri Delorme se retourna. L'homme qui venait de s'adresser à lui portait la redingote avec une aisance naturelle. Grand, la quarantaine élégante, le regard pétillant de malice derrière un pince-nez doré. Il incarnait ce raffinement discret, propre aux véritables connaisseurs. Monsieur de Valcourt, se présenta l'inconnu en tendant une main gantée de chevreau. Conservateur adjoint, section des pierres précieuses. Et vous êtes Delorme, préfecture de police. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Valcourt. Ah, la vigilance de nos forces de l'ordre. Voilà qui est rassurant par les temps qui courent. Il se tourna vers le saphir avec une expression presque amoureuse. Savez-vous qu'elle a appartenu à Marie-Antoinette, offerte par Louis XVI lors de leurs fiançailles? On raconte qu'elle porte malheur aux voleurs. 3 hommes ont tenté de la dérober au fil des siècles. 3 morts mystérieuses. Delorme fronça les sourcils. Ce Valcourt s'attardait beaucoup sur les détails techniques de la vitrine, sur l'épaisseur du verre, sur le mécanisme d'alarme. Ces questions, déguisées en remarques érudites, étaient trop précises pour être innocentes. « Vous semblez fasciné par cette pierre, monsieur le conservateur. »« Comment ne pas l'être ?» répondit Valcourt avec un sourire énigmatique. « Elle cristallise tout ce que la France a de plus noble, l'histoire, l'art, le mystère et le danger. » Il s'inclina courtoisement. « Si vous voulez bien m'excuser, le directeur m'attend. Ravi de vous avoir rencontré, inspecteur. » Delorme le regarda s'éloigner entre les groupes, saluant ici une comtesse, discutant là avec un académicien. Trop parfait, songea le jeune inspecteur. Trop cultivé, trop charmant, trop intéressé. Son instinct de policier, fraîchement aiguisé par sa promotion, lui soufflait qu'il venait de croiser quelque chose ou quelqu'un de suspect. Et dans le Paris de 1911, un conservateur trop curieux portait parfois un autre nom, Arsène Lupin. Le lendemain matin, Delorme se présenta aux archives du Louvre avec la détermination d'un limier. Si ce Valcourt s'intéressait tant au saphir, il fallait comprendre pourquoi. Le conservateur en chef, un vieillard à lunettes nommé Blanchard, le reçut dans son bureau encombré de dossiers poussiéreux.
le saphir de la reine. Ah, mon jeune ami, vous touchez là à une histoire sanglante, s'exclama-t-il en feuilletant un registre jauni. Premier vol tenté en 1793, pendant la Terreur. Un Jacobin du nom de Grandet voulut le subtiliser avant la dispersion des biens royaux. On l'a retrouvé mort dans sa cellule, la gorge serrée, sans trace de lutte. Delorme nota soigneusement. Et les autres ? 1847, poursuivit Blanchard. Un cambrioleur réputé, Marceau dit la Belette. Il avait réussi à forcer le coffre où dormait le saphir. Le lendemain, on le repêchait dans la Seine, noyé. Curieux pour un homme qui savait nager comme un poisson. Enfin, 1889, un antiquaire véreux tenta de racheter la pierre sous un faux prétexte. Crise cardiaque foudroyante devant notaire. Le vieil homme referma le registre avec un claquement sec. 3 morts, 3 échecs. Certains parlent de malédiction. D'autres, plus rationnels, évoquent des coïncidences. Mais personne n'ose plus s'y frotter. En quittant les archives, Delorme croisa justement Valcourt dans la galerie des Antiques. Le conservateur examinait une carte ancienne du palais du Louvre, tracée à l'encre de Chine. « Tiens, l'inspecteur, passionné d'histoire, vous aussi ?»« J'enquête sur le saphir, » répondit Delorme sans détour. Valcourt eut ce sourire ambigu qui commençait à agacer le policier. Ah, la fameuse malédiction. Savez-vous ce qui tue les voleurs, inspecteur? Pas les pierres précieuses, la peur, l'orgueil, le manque de méthode. Un homme intelligent ne vole pas, il emprunte, avec l'accord du destin. Étrange philosophie pour un conservateur. Détrompez-vous, les plus grands collectionneurs sont souvent d'anciens voleurs repentis. Ils connaissent la valeur des choses et le prix du risque. Il tapota la carte du doigt. Tenez, regardez ces anciens passages. Le Louvre en regorge. Des couloirs oubliés, des escaliers condamnés. Un labyrinthe parfait pour qui sait le lire. Puis, comme s'il se ressaisissait. Mais tout cela n'est que théorie, bien sûr. Bonne journée, inspecteur. Delorme resta immobile, le regard fixé sur la silhouette de Valcourt qui s'éloignait. Cet homme en savait trop, parlait trop, jouait trop bien la comédie de l'érudit innocent. Une certitude s'imposait. Monsieur de Valcourt préparait quelque chose. Et ce quelque chose concernait le saphir de la reine. Le billet arriva un mardi matin, glissé sous la porte du bureau de Delorme. Une enveloppe crème, sans adresse, fermée à la cire rouge. L'inspecteur la décacheta avec un pressentiment désagréable. L'écriture, élégante et légèrement inclinée, formait une phrase unique. Le voleur de saphir connaît l'art de disparaître sans laisser de traces. Pas de signature, pas besoin. Delorme reconnaissait là la manière d'Arsène Lupin, le défi lancé avec courtoisie, l'avertissement déguisé en énigme. Le gentleman cambrioleur n'annonçait jamais ses coups par hasard. S'il prenait la peine d'écrire, c'est que le vol était déjà en préparation. Et Valcourt, ce maudit Valcourt, devait être Lupin lui-même. Delorme convoqua immédiatement 2 de ses meilleurs hommes, Bouchard et Leroux. « Filature permanente », ordonna-t-il. « Jour et nuit. Je veux savoir où va Valcourt, qui il rencontre, ce qu'il mange au petit déjeuner. Chaque geste doit m'être rapporté. »
La surveillance débuta le soir même. Pourtant, dès les premières heures, quelque chose clochait. Valcourt menait une vie d'une banalité déconcertante. Arrivé au Louvre à 9 heures précises, déjeuner à la brasserie voisine, départ à 18 heures. Pas de rendez-vous suspect, pas de correspondance mystérieuse. Il rentrait dans son appartement du 7e arrondissement, lisait près de sa fenêtre, éteignait sa lampe à 22 heures. Trop parfait, marmonna Delorme en parcourant les rapports. Personne ne vit aussi régulièrement. Le 3e jour, Bouchard surgit dans son bureau, essoufflé. « Chef, Valcourt a disparu. » « Comment ça, disparu ?»« Il est entré dans les réserves du sous-sol à 14 heures. Leroux surveillait la sortie. 3 heures plus tard, toujours rien. On a vérifié, il n'est plus dans le bâtiment. » Delorme se précipita au Louvre. Les gardiens confirmèrent. Valcourt n'avait pas pointé sa sortie. Pourtant, une fouille minutieuse des caves ne révéla rien. Le soir même, nouveau billet. Chercher un homme dans un palais, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais qui vous dit que l'aiguille veut être trouvée? Delorme froissa le papier avec rage. Lupin se jouait de lui. Pire, il semblait anticiper chacune de ses actions, déjouant la surveillance comme on écarte un rideau. Le lendemain, Valcourt réapparut au Louvre, souriant et détendu, saluant l'inspecteur avec une politesse exaspérante. « Vous semblez soucieux, monsieur Delorme. Puis-je vous aider? Où étiez-vous hier après-midi? » « Mais ici même, j'ai passé des heures dans les archives du 4e sous-sol. Un vrai labyrinthe, n'est-ce pas? » Delorme serrait les poings. Les archives du 4e sous-sol n'existaient pas. Valcourt lui adressa un clin d'œil complice avant de s'éloigner, ses pas résonnant dans les galeries vides. Le jeu venait de commencer, et l'inspecteur avait déjà un coup de retard. Delorme ne laisserait plus rien au hasard. Si Valcourt était Arsène Lupin, et il n'en doutait plus, il fallait le prendre sur le fait, la main dans le sac, devant témoins. Il obtint l'autorisation du directeur du Louvre pour installer un dispositif de surveillance digne des romans de Jules Verne. Des sonnettes électriques dissimulées dans les plinthes, des miroirs placés stratégiquement pour surveiller tous les angles, et surtout, une équipe de 6 inspecteurs en civil, postés jour et nuit dans les salles adjacentes. La vitrine elle-même fut équipée d'un système ingénieux. Le moindre déplacement du saphir déclencherait simultanément 3 alarmes dans différents secteurs du musée. Impossible de s'échapper. Cette fois, murmura Delorme à Bouchard, s'il tente quoi que ce soit, nous le tenons. 3 jours passèrent sans incident. Valcourt continuait ses allées et venues avec une nonchalance déconcertante, saluant même les policiers qu'il avait parfaitement identifiés. Cette audace frôlait l'insolence. Puis vint la nuit du vendredi. À 23 heures, le gardien de ronde aperçut une silhouette dans la galerie des joyaux. Valcourt. Il se déplaçait avec une lampe de poche, examinant la vitrine du saphir avec une attention de joaillier. L'alerte fut donnée immédiatement. Delorme, qui dormait sur un lit de camp dans les bureaux administratifs, bondit sur ses pieds. Enfin, il rassembla ses hommes en silence. 6 inspecteurs convergeaient maintenant vers la salle, bloquant toutes les issues.
Valcourt était pris au piège, comme un rat dans une nasse. Ils entrèrent tous ensemble, revolver au poing. Police, ne bougez plus. Valcourt se retourna lentement, sans la moindre trace de panique. Au contraire, un sourire amusé flottait sur ses lèvres. « Messieurs, quelle surprise! Je travaillais sur l'inventaire nocturne. Le directeur vous confirmera. »« L'inventaire nocturne » ricana Delorme. « À cette heure ? Monsieur de Valcourt, ou quel que soit votre véritable nom, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol. »« Vraiment ? Et qu'ai-je volé, inspecteur ?» Delorme pointa le doigt vers la vitrine. Le saphir brillait, intact, sous son dôme de verre. « Pas encore. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Fouillez-le. » Bouchard s'exécuta, méthodique. Rien. Pas d'outils, pas de clé, pas même un bout de papier suspect. Juste un carnet de notes et un stylo. Valcourt haussa les épaules avec élégance. « Je comprends votre zèle, inspecteur. Mais arrêter un conservateur pour avoir fait son travail, la préfecture appréciera. » Delorme sentit le doute l'envahir. Et si Valcourt disait vrai? Et si le véritable Lupin se cachait ailleurs, riant de cette comédie? Le piège venait peut-être de se refermer, mais sur la mauvaise proie. L'humiliation fut complète et publique. Le lendemain matin, le directeur du Louvre débarqua à la préfecture, flanqué d'un avocat et brandissant un dossier officiel. Valcourt était bien ce qu'il prétendait être, conservateur adjoint, diplômé de l'école du Louvre, en poste depuis 6 mois, référence irréprochable. Son travail nocturne? Une mission parfaitement documentée pour vérifier l'état des vitrines avant l'inspection ministérielle de la semaine suivante. Votre inspecteur a arrêté un fonctionnaire modèle, tempêta le directeur. C'est un scandale. La presse va s'en donner à cœur joie. Le commissaire divisionnaire Durand convoqua Delorme dans son bureau. L'entretien fut bref et glacial. Vous avez confondu un innocent avec Arsène Lupin. Présentez vos excuses à Monsieur de Valcourt et tirez-en les leçons. Delorme sortit de là écrasé de honte. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Les billets, les disparitions, tout semblait pointer vers Valcourt. Et pourtant, il rentra dans son bureau, la tête basse, et découvrit sur sa table un 3e message. Son sang se glaça. « Cher inspecteur, un conseil d'ami, cherchez celui qui observe l'observateur. Pendant que vous surveilliez le conservateur, qui vous surveillait? Vous. Bien à vous, A.L. double quote. » La vérité le frappa comme un coup de massue. Lupin ne s'était jamais approché du saphir. Il avait orchestré toute cette comédie pour détourner l'attention, transformant Delorme en marionnette, dansant sur ses fils invisibles. Les billets, calculés pour orienter les soupçons. Les disparitions mystérieuses de Valcourt, sans doute provoquées par des complices. Tout n'était que mise en scène. Pendant que la police surveillait un innocent, le véritable voleur se promenait librement dans le Louvre, invisible, étudiant le terrain, préparant son coup. Mais qui était-il vraiment? Delorme reprit fébrilement ses notes. Il fallait recommencer de zéro, analyser autrement. Qui avait accès au musée jour et nuit? Qui pouvait circuler sans éveiller les soupçons?
Qui observait tout en restant invisible? Les gardiens, le personnel d'entretien, les guides, les restaurateurs. Un monde parallèle de petites gens que personne ne regardait jamais vraiment. Bouchard entra, l'air penaud. « Chef, le directeur exige vos excuses par écrit. » « Plus tard, » coupa Delorme. « Ressort tous les registres du personnel. Je veux les noms, les dates d'embauche, les références. Tous, sans exception. Vous pensez que... Je pense que nous avons cherché un lion alors qu'il se déguisait en souris. Et qu'Arsène Lupin n'a pas fini de rire de nous. Mais cette fois, l'inspecteur était prêt à jouer autrement. La leçon avait été cruelle. Elle ne serait pas vaine. Pendant 3 jours, Delorme étudia les registres avec l'obstination d'un moine copiste. Nom, date, origine. Il éplucha tout. Et un nom retint son attention. Germain Lecoq, gardien de nuit, embauché 2 mois avant l'ouverture de l'exposition. Référence excellente, recommandée par un député. Trop excellent, justement. Cet homme connaissait le Louvre comme sa poche. Les horaires, les rondes, les failles du système. Il avait les clés, l'uniforme, l'invisibilité. Delorme demande une photographie au service du personnel. On lui apporta un cliché flou. Un homme d'une 50aine d'années, moustache grise, lunettes, dos voûté. Le genre d'homme qu'on croise 100 fois sans jamais le remarquer. Bouchard, je veux une filature discrète sur ce Lecoq. Pas d'erreur cette fois. On observe, on note, on ne bouge pas. Mais le destin en décida autrement. Le soir même, le Figaro publia un article sensation, sous la plume du journaliste Massignac. Arsène Lupin défie la police. Le saphir de la reine sera volé avant la fin de la semaine. L'article citait une lettre anonyme reçue par la rédaction. Lupin y annonçait son coup avec cette arrogance qui le caractérisait. Le scandale éclata. Les journalistes assiégèrent le Louvre. Le ministre de l'Intérieur convoqua le préfet. Delorme fut sommé de résultats immédiats. L'inspecteur retourna au Louvre pour interroger Lecoq. Il le trouva dans les sous-sols, en train de vérifier les serrures, avec une application touchante. Monsieur Lecoq, inspecteur Delorme, préfecture de police. L'homme se retourna, ses lunettes glissant sur son nez. Quelque chose ne va pas, monsieur l'inspecteur. Simple routine. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 2 mois, monsieur. Un honneur de servir dans ce temple de l'art. Sa voix tremblait légèrement. Nervosité d'un innocent ou d'un acteur trop prudent. Vous connaissez bien les lieux? On apprend vite quand on aime son métier, répondit Lecoq avec un sourire timide. Delorme l'observa intensément. Était-ce Lupin sous cette apparence effacée, ou un nouvel écran de fumée? Le gentleman cambrioleur était capable de tout, jouer les aristocrates comme les humbles, changer de peau comme de chemise. Soyez vigilant, Lecoq, un vol se prépare. Oh, je le sais, monsieur, les journaux ne parlent que de ça, mais avec vous pour nous protéger. Il s'éloigna dans les couloirs obscurs, sa lampe dansant sur les murs. Delorme resta seul dans le silence des caves. Quelque part dans ce labyrinthe de pierre, Arsène Lupin se cachait, observait, attendait. Mais sous quel visage?
celui de Lecoq ou d'un autre. Le temps pressait, le piège se refermait. Mais qui était vraiment la souris et qui le chat? La nuit du vendredi au samedi, le Louvre ressemblait à une forteresse assiégée. 20 policiers en civil occupaient les galeries, relevées toutes les 2 heures. Les alarmes fonctionnaient, les issues étaient surveillées. Lecoq lui-même avait été placé sous observation discrète. Delorme ne dormait pas. Installé dans un bureau adjacent à la salle des joyaux, il guettait le moindre bruit, la moindre ombre. Cette fois, Lupin ne lui échapperait pas. Minuit passa sans incident. 1 heure, 2 heures. À 3 heures du matin, une sonnette retentit. Pas celle de la vitrine principale, mais celle d'une salle adjacente. Delorme bondit, suivi de ses hommes. Ils trouvèrent une fenêtre entr'ouverte, battant dans le vent nocturne. Fausse alerte? Diversion? 2 hommes restent ici, ordonna Delorme. Les autres, avec moi. Ils regagnèrent la galerie des joyaux au pas de course. Tout semblait normal. Le saphir brillait sous sa cloche de verre, intact, magnifique. Les gardiens confirmèrent, personne n'était entré. Delorme poussa un soupir de soulagement. Trop tôt. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil percèrent les hautes fenêtres, un cri retentit. « Inspecteur, venez voir !» C'était Bouchard, devant la vitrine, le visage blême. Delorme s'approcha et son sang se glaça. À l'intérieur de la vitrine, le saphir avait disparu. À sa place, reposait un simple caillou bleu, grotesque imitation qui ne trompait personne. Et sur le velours, un billet plié. Delorme le saisit d'une main tremblante. La malédiction épargne ceux qui agissent par l'esprit, non par la main. C'était impossible. La vitrine n'avait pas été forcée. Les alarmes n'avaient pas sonné. 20 policiers surveillaient les lieux. Comment diable Lupin avait-il pu substituer les pierres sous leurs yeux? « Chef, » murmura Bouchard, « comment a-t-il fait ?» Delorme ne répondit pas. Il examinait la vitrine avec une incrédulité grandissante. Pas une égratignure, pas une trace de manipulation. Le mécanisme de fermeture était intact. Et pourtant, le saphir s'était volatilisé comme par magie. Un prestidigitateur, pensa-t-il amèrement. Lupin n'était qu'un prestidigitateur de génie, capable de détourner l'attention, de jouer avec les perceptions, de réaliser l'impossible. Le soleil montait sur Paris. Les journaux allaient hurler. Le ministre allait tempêter. Et quelque part dans la ville, Arsène Lupin riait sans doute de cette magistrale démonstration. Le gentleman cambrioleur venait de réussir le vol du siècle. Le carton arriva le lendemain matin, glissé sous la porte de l'appartement de Delorme. Papier vélin, encre violette, calligraphie impeccable. Cher inspecteur, je vous attends ce soir à 20 h, salon privé du Café de la Régence, place du Palais Royal. Venez seul, nous avons à parler, à L. double Côte. Delorme hésita. Un piège? Sans doute, mais aussi une chance unique de comprendre, et peut-être d'arrêter enfin cet insaisissable fantôme. À l'heure dite, il pénétra dans le café. Un garçon le guida vers un salon tendu de velours rouge. Et là, confortablement installé devant une coupe de champagne, l'attendait un homme d'une 40aine d'années. Cheveux châtains, moustache fine, costume impeccable de Savile Row. Arsène Lupin en personne. « Inspecteur Delorme,
Quel plaisir de vous rencontrer enfin sans artifice. Asseyez-vous, je vous prie. Delorme resta debout, la main près de son revolver. Vous m'avez ridiculisé. Détrompez-vous, j'ai mis votre intelligence à l'épreuve. Nuance, champagne. Expliquez-moi plutôt comment vous avez fait. Lupin sourit, visiblement ravi de pouvoir parader. Simple prestidigitation, mon cher. L'art de détourner l'attention. Vous surveilliez Valcourt? Parfait, j'étais ailleurs. Vous surveilliez Lecoq? Excellent, j'étais encore ailleurs. Savez-vous qui j'étais vraiment? Il fit une pause théâtrale. Le vitrier est venu réparer une fêlure imaginaire de la vitrine, 3 jours avant le vol. Pendant 10 minutes, j'ai eu accès à l'intérieur. J'ai substitué le vrai saphir par ma copie. Personne ne regarde les artisans, inspecteur. Ils sont invisibles. Delorme sentit ses mâchoires se crisper. Donc le saphir était déjà volé avant même votre surveillance, oui. Tout le reste n'était que théâtre. Les billets, les disparitions, le vol nocturne. De la mise en scène pour alimenter la légende. Le vrai travail était déjà accompli. Mais la vitrine n'a jamais été ouverte cette nuit-là. Parce qu'il n'y avait rien à voler. Le caillou bleu était déjà à sa place depuis 3 jours. Vous gardiez une copie en croyant protéger l'original. Lupin se leva, élégant, presque affectueux. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, inspecteur. Vous êtes jeune, intelligent, prometteur. Mais vous devez comprendre, on ne capture pas l'ombre en regardant la lumière. Il se dirigea vers la porte dérobée. Le saphir, d'ailleurs, n'a jamais quitté le Louvre. Cherchez bien. Ou plutôt, ne cherchez pas. Et il disparut dans la nuit parisienne, laissant Delorme seul, avec son champagne intact et une énigme de plus. Les paroles de Lupin hantèrent Delorme pendant 3 jours. Le saphir n'a jamais quitté le Louvre. Que signifiait cette énigme? Le 4e jour, alors qu'il réexaminait les archives pour la 10e fois, une découverte le stupéfia. Le saphir de la reine avait été expertisé 6 mois plus tôt, avant l'exposition. Le rapport, enfoui dans les dossiers administratifs, concluait: pierre semi-précieuse de synthèse, fabrication 19e siècle, valeur sentimentale uniquement. Un faux. Le saphir exposé au Louvre était déjà une copie. Tremblant, Delorme poursuivit ses recherches. Il découvrit une correspondance entre le musée et une famille aristocratique espagnole, descendante de Marie-Antoinette. Le véritable saphir leur avait été discrètement restitué 6 mois plus tôt, suite à une réclamation juridique. Pour éviter le scandale, le Louvre avait exposé un faux en attendant de trouver une solution politique. Lupin l'avait su, et au lieu de voler un faux, il avait orchestré ce théâtre pour révéler l'imposture. Quant à la malédiction, Delorme finit par comprendre. Les 3 voleurs n'étaient pas morts par magie, mais par la main de gardiens secrets chargés de protéger le vrai saphir. Une légende savamment entretenue pour décourager les convoitises. Arsène Lupin n'avait volé qu'une copie sans valeur, tout en exposant la supercherie du Louvre et en rendant justice aux héritiers légitimes. 1 mois plus tard, Delorme reçut un dernier billet. « Cher inspecteur, vous avez compris, je l'espère.
Je ne vole que ce qui est mal acquis. Le saphir était une imposture. J'en ai fait une légende. La vérité triomphe toujours, même par des chemins détournés. Nous nous reverrons, j'en suis certain. D'ici là, apprenez ceci. La justice ne se trouve pas toujours dans les tribunaux. Votre dévoué Arsène Lupin. Delorme plia le billet et le rangea dans son tiroir. Il ne tenterait pas d'arrêter Lupin, pas cette fois. Le gentleman cambrioleur avait gagné, non par la ruse, mais par la noblesse de son geste. Dehors, Paris bruissait de 1000 rumeurs. On parlait déjà d'un nouveau coup préparé par l'insaisissable Arsène Lupin. Delorme sourit malgré lui. Leur duel ne faisait que commencer. Mais désormais, l'inspecteur savait qu'il n'affrontait pas un simple voleur, mais un artiste de l'impossible, un justicier des ombres, un homme qui transformait chaque larcin en œuvre d'art. Et au fond de son cœur, une admiration inavouée avait germé.